crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue. Tous les soirs, toute l'équipe de Pendant le 20h vous propose des confrontations d'opinion. Ce soir, nous vous proposons un numéro spécial avec les meilleurs moments. Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Il y a quelques jours, dans un précédent édito, j'évoquais la poursuite de la purge du président Erdogan. Et cela ne cesse de s'amplifier chaque jour. Face à Erdogan, l'Europe a sacrifié ses valeurs. Ces mots du journaliste Can Dündar sont forts et terriblement justes et pointent le manque de courage des leaders politiques européens qui ne seraient plus en mesure de résister au chantage d'Erdogan. La liberté de la presse, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes, voilà ce que le président turc écrase sous le poids de sa présidence dictatoriale. Il ne faut surtout pas détourner le regard sur ce qui se passe en Turquie. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Quel livre, hein? Gérard Davet, Fabrice Lhomme, un président ne devrait pas dire ça. Les secrets d'un quinquennat aux éditions Stock. Alors, il s'agit d'un véritable best-seller. Plus de 90 000 exemplaires vendus et cela ne cesse de grimper. Le quinquennat de François Hollande est décrypté, analysé. Les deux journalistes ont rencontré durant 5 ans le président de la République et ce livre est issu de leurs entretiens. Avant toute chose, qu'est-ce que dit ce livre du président de la République, Thomas ? Moi, j'ai apprécié ce livre. Presque, jusque totalement. Sauf un élément ou deux, on en parlera tout à l'heure. Mais je pense que c'est un bouquin qui est un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire ceux qui l'ont conçu, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ont fait un gros coup médiatique, un gros coup commercial. Il se vend bien parce que la période le veut. Et pour François Hollande, je dirais même, c'est peut-être sa dernière cartouche pour essayer, lors des primaires de gauche, de tirer son épingle du jeu. Mais le seul reproche que je fais à ce bouquin, à ce livre, c'est que c'est un livre qui aurait dû, normalement, la destinée d'un bouquin comme ça, c'est de paraître après un septennat, un quinquennat ou 2 quinquennats. Voilà, c'est la seule critique avec quelques points qui sont développés dans cet ouvrage. Alors le président, apparemment, ne l'a pas lu avant d'être... Oui, nous dit-on. Effectivement, il n'aurait pas lu. Ouais. Alors, quelle cartouche, vraiment moi, ça me surprend un peu. Là, on est dans le domaine, effectivement, d'une forme de communication politique à travers des révélations de ce qui se passe dans les alcôves. Enfin, vous avez vu ce que ça a donné. Le bouquin, à peine sorti, Hollande se retrouve avec une crise ouverte avec les magistrats qu'il a traités de lâches au détour de ses entretiens avec les 2 journalistes du Monde. Gros malaise au sein du Parti Socialiste. Bon, ça, peut-être que c'était effectivement tout à fait voulu. Malaise aussi international, par exemple avec la Grèce, où on apprend que Tsipras se serait entendu avec Poutine pour aller faire imprimer la drachme en cas de sortie de la Grèce de l'Union européenne. Sur la méthode, quand même, oui, voilà. Alors peut-être qu'on est dans le domaine de la communication, mais cette même communication qui, à un moment donné, finit par abasourdir, pour ne pas dire déstabiliser les lecteurs et décrédibiliser, au final, le politique, bien plus que les journalistes, en l'occurrence, qui, effectivement, eux, ont fait leur boulot, à mon sens. Pour cette émission, notre objectif, c'est de décrypter la frontière qu'il peut exister entre communication politique, d'une part, et traitement de l'information, et information, d'autre part. Sur ce sujet, Thomas, votre définition du journaliste aujourd'hui au XXIe siècle? Je pense que c'est un métier en voie de disparition, ou plutôt un métier à redéfinir. Donc les choses ont changé maintenant. Le demandeur n'est plus n'est plus l'homme politique, mais est le journaliste. Et ça change considérablement les choses. Alors, ce qui change, c'est également le traitement de l'information, tout de même. C'est ce qui nous intéresse ici, c'est ce lien, je l'ai dit, entre communication politique, en tout cas, même entre élus et journalistes, ce lien, y a-t-il des liaisons dangereuses? Ces quelques mots, je voudrais vous faire réagir tous les deux, du journaliste politique Nicolas Domenac. Il dit ceci: le journaliste est un agent double
qui doit entrer en empathie pour comprendre et se faire accepter, mais aussi trahir alors que l'autre cherche à vous manipuler. Vous avez été manipulés l'un et l'autre par des élus? Peut-être sans doute à un moment ou à un autre. Bah alors là, en l'occurrence, j'ai beaucoup de respect pour ce journaliste que vous citez, Nicolas Domenach. Bon, je sais pas, là, il se met dans... Il se prend pour James Bond, quoi. Enfin, moi, en tant que journaliste, je me suis jamais senti agent double, agent infiltré. Pour moi, justement, il est très important que les rôles soient clairement définis. On est là, bien sûr, pour couvrir un événement, pour relater une parole, en l'occurrence peut-être une parole politique, mais à aucun moment, justement, il faut tomber dans une espèce d'empathie excessive. Mais il y a un jeu de séduction qui existe. Bah, évidemment. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais je ne pas aller trop loin quand Mais même. il est toujours parce que Alors, journaliste. ça veut dire quoi aller trop loin? Voilà, que les choses soient claires, on essaie de comprendre, de décrypter. Ça veut dire quoi aller trop loin? Aller trop loin, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on va tomber dans une forme de compromission parce que les données personnelles vont prendre le pas sur des données purement Moi, je professionnelles. pense sur la manipulation. On a été manipulé pendant des années. Vous savez quand? Lorsque les conférences de presse du FLNC étaient organisées. Je parle celle de Tralonc, par exemple, Oui. où tous les journalistes sont allés. Alors, les codes, il y a prescription. On nous donnait un petit papier qui était caché sous une roue d'une voiture pour savoir le rendez-vous. Il fallait aller, on nous a transportés dans des camionnettes avec les yeux bandés où tout le monde avait envie de vomir, etc., sur les routes de Corse. On arrivait dans un champ. Il fallait garder l'anonymat. À l'époque, il y avait des téléphones, des débuts de On était téléphones. en pleine manip orchestrée par l'État qui plus est, c'est-à-dire que donc nous, on c'était- jouait le jeu. On jouait le jeu. Mais la police le savait, les renseignements, les généraux le savaient, tout le monde le savait. Et qui étaient les gens manipulés? C'était nous. Donc on a été manipulés, dans ce domaine comme dans d'autres. Est-ce qu'il faut tout de même, alors chez nous encore c'est plus difficile, vous le savez, il y a la proximité, la promiscuité, est-ce qu'il faut tout de même établir une forme de distance plus grande? Alors on va pas, vous savez, c'est pas dans notre genre ici de trahir les coulisses, mais par exemple Thomas, vous êtes marié à une élue. Je sais que pendant les élections, vous n'avez jamais voulu traiter Non, mais ces choses étaient très claires. des vous savez. affaires de l'élection en cours en tout cas, des élections en cours il dans faut lesquelles pas, non, votre je suis campagne allé était plus loin. engagée. Rien ne m'obligeait à ne pas traiter certains sujets. Mais il ne faut pas prêter le flanc à la critique, parce qu'on est à une micro-société, tout le monde se connaît. Donc la décision a été prise en amont. Lorsque cela s'est produit, en accord avec mon rédacteur en chef, qui était Jean Prounette à l'époque, qui est aussi mon ami, j'ai dit: Jean, l'Assemblée de Corse c'est terminé, la politique c'est terminé pour moi. Même si honnêtement j'aurais fait mon travail, et peut-être que même il y aurait eu une autocensure. Ouais, complètement. Voilà. Mais il vaut mieux faire ça. Et donc ça a continué avec la nouvelle rédactrice en chef, Michel Castagne, qui est aussi d'accord avec moi. Il vaut mieux anticiper. Et vous faites Cantara et Méditerranée aujourd'hui sur Voilà, je me suis LCFM. ouvert Vous avez ouvert sur la ouvert votre- Méditerranée pour la Voilà. peine. Les journalistes anglo-saxons ont une règle. Le off. Le off, est-ce qu'il existe vraiment, le off? Vous savez, le off, c'est ces conversations que l'on a en secret avec les politiques et qu'on se promet de ne pas divulguer? Oui, alors moi je pense que c'est d'abord ces conversations que l'on a parfois en amont de certaines rencontres, alors très officielles ou conférences de presse. Elles sont quand même intéressantes. Il faut voir que les journalistes vont chercher de l'information, c'est du travail. C'est pas, là, pour le coup, c'est pas de la compromission. On essaie de comprendre ce qu'est à l'œuvre au sein d'un parti, entre deux personnalités politiques. Ça, ce sont des discussions à un moment donné qui sont importantes pour que le journaliste ensuite restitue la bonne grille de lecture. Sachant qu'en conférence de presse, on a un truc très officiel. Mais le off, il est en train de disparaître, je crois. Tous ces livres qui paraissent... Ça en est peut-être la preuve, hein, un mais président ne regardez, devrait pas dire ça. c'est pas la première fois qu'il y a un bouquin qui livre du off, hein. Ça fait déjà plusieurs années. Donc je ne crois pas que les journalistes trahissent quoi que ce soit parce que c'est un jeu de dupes et que les politiques eux-mêmes utilisent ces conversations pour faire passer des messages. Voilà, donc le off a tendance, je crois, à disparaître. Quant à l'école anglo-saxonne, bon, bien sûr, Oui. le Watergate, machin, on connaît les références. Mais à un moment donné, on n'a pas Je d'un voulais côté vous l'école titiller, parce que je anglo-saxonne sais et que une école ça vous française qui déplaît serait à chaque fois que je parle compromise. Non, mais- anglo-saxon. Mais le fait partie aussi on parlait des séductions tout à l'heure. Quand un politique, parce que les politiques sont habiles, Oui. vous prend par le bras en disant: Sébastien, j'ai quelque chose à te dire. Je ne le dis pas, mais je te le dis qu'à toi. Il a déjà dit peut-être 4 ou 5 fois. sûr, Donc il y a ce travail-là. Et c'est pour ça que il ne faut pas non plus mettre une barrière entre les politiques et le journalisme. Au contraire, on travaille ensemble. On travaille ensemble parce que voilà, chacun a besoin de l'un de l'autre. Mais ensuite, c'est à chacun
raisonne, chacun réfléchit et chacun... Puis on n'imagine pas un à journaliste sa morale. sportif ne pas fréquenter les sportifs, un Ah, journal certainement faisant des pas. faits traitant des faits divers, les avocats, les Alors, c'est un flics et très les... bon exemple, C'est la même mon chose, cher c'est la même Sébastien, chose. sur le journaliste sportif. Le journaliste sportif, vous plaisantez. Le journaliste sportif est en droit, ou en tout cas se donne le droit de donner son opinion clairement. Thomas, vous avez commenté des matchs, je vous ai entendu à la radio sur RCFM vibrer pour votre équipe. Est-ce que le journaliste politique doit-il donner son opinion? Doit-il dire pour qui il vote? Moi, j'étais interdit de stade. Parce que j'avais critiqué l'équipe que je commentais, je ne dirais pas laquelle. Et un jour, je me faisais au stade pour au stade que la démocratie est la alors plus, que dans les, collectivités, on m'a toujours laissé rentrer. Alors, Bon, est-ce ça qu'un va. journaliste politique doit-il donner son avis, enfin, son opinion? Doit-il dire pour qui il vote? Certains l'ont fait. Hein. Je pense à Jean-Jacques Moi, Bourdin, non, notamment. moi, je dis non. Non, moi, je vois pas l'intérêt. Parce que ce journaliste politique en question, s'il dit qu'il vote à droite, alors quand il traite de la droite, donc c'est de la compromission, quand il traite de la gauche, forcément, il va être trop critique. Enfin, en quoi ça fait avancer le débat? Je pense que simplement, journaliste, c'est un métier. À un moment donné, on est capable d'entendre une parole qui n'est pas nécessairement celle à laquelle on adhère en tant que citoyen, mais de la traiter professionnellement, de la restituer dans les règles, tout simplement. Je pensais à une anecdote. Quand on parle des relations entre politique et journalistes, mais qui ont évolué, qui maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut revoir un peu tout le concept, parce que je crois que notre métier est en train... Il faut qu'il change complètement de... Il faut que le redéfinir, oui. Dans les années 60, le maire d'Ajaccio s'appelait Pascal Rossini. Je peux en parler parce qu'il y a prescription et malheureusement, tout le monde a disparu. Et il prend le téléphone parce qu'il y avait 2 journaux à l'époque. Il y avait le Corse Matin et le Provençal, qui étaient dirigés par 2 personnalités. Il prend son téléphone et il appelle un des 2, je ne dirais pas lequel. Il lui dit, voilà, demain, tu prends une photo des poubelles d'Ajaccio devant les immeubles et tu titres « Ajaccio, ville sale ». Le journaliste, mais attends, monsieur le maire, je ne peux pas faire ça. Fais ça. Il fait ça. Donc le matin, on ouvre le journal, je ne dirais pas lequel des 2, et en gros titre, Ajaccio, ville sale, avec les photos. Le maire d'Ajaccio arrive, donc Pascal Rossini à la mairie, il convoque les directeurs chargés de la voirie, et il leur dit, voilà, on va continuer comme ça. Ça lui a permis de... Voilà, parce qu'à l'époque, c'était compliqué. C'est la manipulation journalistique, Voilà. monsieur. Alors je peux quand même vous dire que les us et coutumes ont légèrement changé. Je n'ai jamais reçu ce genre de coup de fil. Hein. Ça semblerait assez aberrant même aujourd'hui. Allez, 40 secondes, on revient sur cet ouvrage. Gérard Davet, Fabrice Lhomme aux éditions Stock. Un président ne devrait pas dire ça, les secrets d'un quinquennat. La question que je vous pose, un président devait-il dire ça? Thomas, allez. Il devait dire ce qu'il avait envie de dire, sauf une chose, concernant les éliminations de terroristes. Je crois que là, quand on dirige un pays démocratique, je crois que tout le monde a droit à un procès. Et moi, j'ai mal vécu aussi l'histoire que Ben Laden disparaisse comme ça du paysage sans procès, sans qu'on sache exactement ce qu'il y a eu. Ça paraît suspect, tout ça. Peut-être qu'il avait des choses à dire qu'on ne voulait pas entendre. Et là, on est un peu dans le même style. C'est-à-dire que le livre ne me gêne pas. Moi, j'aime bien la petite histoire dans la grande, parce que là on apprend plein de choses, qu'il y a des gens qui sont indésirables, d'autres qui on garde un petit strapontin, etc. Mais ce passage-là, je pense qu'il il aurait dû s'en passer, parce que ça ternit quand même l'image d'un président de la République d'un pays démocratique. Sébastien, un Oui, bah alors, président devait-il dire ça? Je crois que c'est clairement un livre qui participe, on en a déjà parlé dans d'autres débats, hein, de la façon dont l'image d'un président aujourd'hui en France est dévaluée. Alors bien évidemment que ce livre est intéressant, c'est un succès en librairie et c'est pas étonnant, il y a tout un tas d'histoires assez passionnantes à suivre, mais sincèrement je ne vois pas, je l'ai dit en début d'émission, quel était véritablement l'intérêt pour Hollande, vraiment dans ce qu'il y a de plus noble sur un plan politique, de laisser les journalistes finalement produire ce livre à ce moment donné. Pour moi, la politique se perd là-dedans. On perd le citoyen, tout à fait. Et voilà, donc il y a peut-être des choses à contrôler de façon un petit peu plus fine. Oui, parce qu'on le répète, apparemment, le président de la République, François Hollande, n'a pas souhaité relire les conversations, les interviews qu'il a accordées à ces 2 journalistes. Est-ce que c'est pas de la com politique de le dire? Enfin, vous voyez, à un moment donné, on s'y perd. Dernière cartouche, je crois que c'est bien. Où ça fonctionne, où ça fonctionne. Merci à vous 2 d'avoir débattu autour de ce sujet-là. Nous avons essayé de décrypter les relations entre journalistes et politiques. Merci et à très vite, évidemment. Bonsoir.
à vous deux. Philippe. Ah là là, la fusée Macron. Mais est-ce une fusée, Emmanuel Macron? Oh là là, Philippe, je sens que vous allez le taquiner, notre Emmanuel Macron. Il est comme ça, il est taquin. Hein, je le sens, il vibrait tout à l'heure en coulisses. Alors, c'est aussi pour évoquer le clivage droite-gauche. Est-ce qu'il existe encore ce clivage droite-gauche, selon vous, Sébastien? Alors, d'abord, vous parliez de Macron, je pense qu'on Oui, peut c'est vrai. Dites quelques mots sur Macron. Allez. Là, on est pour l'instant encore au stade du bébé éprouvette. Bon, bébé, parce qu'effectivement, peu de temps que Macron est vraiment lancé en politique, ça fait 5 ans, profil relativement atypique, on pourra quand même le dire comme ça, cet ancien banquier devenu conseiller au plus haut niveau de l'État, jusqu'à devenir ministre de l'économie, voilà pour le personnage. Ensuite, justement, quelqu'un qui essaie de surfer sur, sortons de l'ère des partis et du clivage gauche-droite. Alors on voit quand même que là, sur ces premiers temps, c'est pas évident. Bien sûr qu'il y a ce discours qui a l'air d'ailleurs de plaire à une partie de l'électorat français, si on en croit certaines enquêtes d'opinion. Mais il faut quand même trouver quelques élus pour poursuivre la démarche. Là, en ce moment, on le voit justement pas mal tourner. D'abord, il faut les 500 signatures pour devenir réellement candidat à l'élection présidentielle. Certes, il a déclaré qu'il était candidat, mais il lui faut ces signatures-là. Puis, ce discours national, il faut bien qu'il arrive à porter aussi au niveau plus local. Je crois qu'en Corse, En Marche, c'est à peu près, c'est selon les chiffres officiels, 200 marcheurs, presque 300 marcheurs tout à fait. avec lui, Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, il a, après on parlera plus spécifiquement du clivage droite-gauche, il a quelque chose qui doit vous séduire, à vous, une particularité, c'est qu'en même temps, il a fait l'ENA, il a fait les grandes écoles, il a fait serviteur de l'État, c'est comme ça qu'il se présente, mais il est aussi philosophe par un certain côté. Il était tout de même assistant de Paul Ricoeur, Emmanuel Macron. Ce double cursus, il doit vous séduire, à vous. Oui, mais le personnage ne séduit pas. Bon, tant mieux, il a fait de la philosophie, c'est pas le seul. Paul Ricoeur, tout de même, il a été élève et assistant de Paul Ricoeur. Je suis pas sûr que beaucoup d'hommes politiques aient suivi un double cursus comme lui. Oui, c'est un homme double. D'ailleurs, c'est le Nini, c'est Canada Dry. Pour moi, ça a la saveur et l'odeur de la gauche, mais ce n'est pas la gauche. Ça a la saveur et le goût de la droite, mais ce n'est pas la droite. Moi, il fait penser à 3 personnes, enfin à 2 surtout. D'abord, évidemment, le banquier des Rothschild, Georges Pompidou, Premier ministre puis Président de la République, sauf qu'il était de droite et gaulliste, héritier naturel du général. Le deuxième personnage, c'est Lionel, pas Léonard Jospin, en 2002. C'est Cohen et sa disparition qui remonte. Lionel Jospin en 2002 qui dit « je ne suis pas socialiste », on a vu, il est arrivé 3e. Et puis maintenant, ce personnage qui veut le Nini, on connaît d'autres Nini dans le paysage politique français. Et moi, d'abord, je déteste ce mot clivage, clivant, ça ne veut rien dire. Il y a des oppositions, il y a des histoires politiques, il y a des partis politiques dont vous parliez qui ont une longue histoire. Et vouloir essayer de jouer l'entre-deux chaises, pour moi, et puis ça marche pas. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, ça marche pas trop. Ça marche pas. C'est-à-dire que si vous regardez toujours, attention, avec réserve, les enquêtes d'opinion, mais les Français depuis c'est vrai. des années disent il y en a marre des partis. Pour nous, ce ne sont plus des objets politiques pertinents. Ils surfent là-dessus, notamment, pas seulement. Sauf que la structuration de la Ve République fait que on est obligé aussi de s'appuyer sur un parti pour aller à l'élection présidentielle. En tout cas, ça facilite grandement les choses. Juste sur Lionel Jospin, exactement, il avait dit mon programme n'est pas socialiste. Mon programme n'est pas socialiste. Alors, le clivage, même si ça ne plaît pas, c'est un terme qui ne plaît pas à Philippe Ollivier, on s'interroge sur l'existence ou pas, réelle ou pas, du clivage droite-gauche aujourd'hui au XXIe siècle. Mais avant un petit peu d'histoire, Sébastien, c'est pour vous qui avez fait des études d'histoire. La droite et la gauche sont nées durant la Révolution française en 1789. Le 27 août, l'Assemblée nationale constituante organise un vote pour mettre en place ou non la nouvelle constitution, un veto royal. Ce vote fut en présence du roi, les députés, les conservateurs et les royalistes qui suivirent sa décision se placèrent à la droite et ceux qui étaient opposés à la gauche. Et depuis ce moment-là, cela droite-gauche structure la vie politique nationale, la vie politique française, et pas seulement Mais à l'époque, française. je vous signalerai qu'il existait déjà ce qu'on appelait le marais. C'est vrai. C'est-à-dire déjà une certaine troisième voie. Exactement. Qui n'a jamais réellement fonctionné, d'ailleurs. Est-ce que Macron n'est-il pas aussi le fruit de cette nébuleuse droite-gauche, on ne sait plus exactement qui est qui. Il me semble, mais d'ailleurs il y a quelque chose d'assez intéressant autour du mot valeur, parce qu'on en parlait tout à l'heure rapidement avant de
rentrer sur le plateau. Ce mot valeur, souvent, il renvoie à des notions, j'ai presque envie de dire, quasi historiques. Est-ce qu'aujourd'hui, être de gauche, c'est forcément le progrès, comme on dit, le social, la droite, c'est l'économie et l'ordre? Moi, je trouve ça un brin caricatural de nos jours. Ce qui explique donc qu'effectivement, arrivé au pouvoir, nos hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont des politiques qui ont tendance bien souvent un brin à se ressembler. Pas toujours non plus, il ne faut pas tomber dans la caricature. Mais voilà, aujourd'hui, moi, ce clivage gauche-droite, je fais partie des gens qui ont tendance à trouver qu'il a quelque chose d'un brin artificiel. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a été déplacé sur un clivage conservateur-progressiste, par exemple? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui comme cela? Je suis pas sûr, parce que souvent la gauche se dit progressiste et en fait on voit que c'est juste un mot et pas justement des valeurs. C'est-à-dire que ce qu'on a beaucoup reproché depuis 2012 à la gauche, c'est d'avoir simplement, je disais tout à l'heure, l'odeur de la gauche, mais de faire une politique de droite, comme disait Sébastien. C'est-à-dire donner 40 milliards au patronat, au MEDEF pour le CICE qui embauche très peu. Alors, quand vous dites, pardon Philippe, mais quand vous dites que c'est la politique de droite, est-ce que finalement ce n'est pas, je me fais l'avocat du diable, vous le savez bien, ça m'amuse, ce n'est pas une politique pragmatique? Ben, ça dépend de quel pragmatisme et de quels éléments on s'empare. Abolir l'ISF ou baisser les charges sur les pauvres, la pauvre classe moyenne, il y a déjà 50% de gens qui ne payent pas d'impôts. Quand vous voyez un milliardaire, Monsieur Muliez, qui a 1,2 milliard de fortune d'euros et qui paye 195 euros parce que des fiscalisations, il y a quand même des oppositions qui sont des oppositions à la fois financière, économique et humaine. La gauche de gouvernement, finalement. Pour vous, elle ne représente plus, si je comprends bien. Oui. Alors, chose intéressante, on parlait de valeurs. Quand vous voyez, il y a de ça déjà quelques temps, un Nicolas Sarkozy qui cite Jean Jaurès, on voit bien, j'imagine que ça vous a fait bondir, Philippe. Ça m'a fait sourire. Mais oui, mais alors, pour l'élection présidentielle. Ça m'a fait sourire. Jusqu'à quel point Jean Jaurès est-il otage d'un héritage qui ne serait que de gauche? Mais ça ne me gênerait pas si Nicolas Sarkozy ou les 6 autres mercenaires et samouraïs appliquaient une politique. Alors si eux faisaient comme la gauche d'aujourd'hui, le gouvernement qui fait une politique de droite, si la droite effectivement était une droite sociale. Fillon vient de la droite sociale avec Philippe Séguin. On voit très bien que son programme est le plus libéral et le plus à droite de la droite. Ouais. Donc on ne sait plus où on en est. Moi je dis ça profite aux extrêmes et spécialement à l'extrême droite. Vous dites que la confusion entre la gauche et la droite, c'est un faux clivage. C'est un faux clivage et ça profite. On n'a plus que le mot à la bouche. Peut-être qu'on manque un brin de créativité en France parce que se passe-t-il dans d'autres pays? En Espagne, ça profite, par exemple, à Podemos. Ça n'a pas profité au fascisme, aux extrêmes, à l'extrême droite ou voilà, un mouvement populaire. Parce que je pense que la France est plus conservatrice. Elle est moins prête que le sud de l'Europe. On agit toujours le chiffon de l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème entre ce qui favorise aussi cette idée que le clivage finalement n'existe plus? C'est dans les enquêtes d'opinion d'ailleurs, que l'on ne s'y trompe pas. Est-ce que le fait que les discours, je parle d'un point de vue de la gauche, que les discours, quand il y a cette conquête du pouvoir, soient très à gauche et une fois au pouvoir, soit un peu plus centré, un peu plus pactisant avec le libéralisme, ou en tout cas une gauche plus moderne. On va prendre un exemple. Je sais qu'il vous tient à cœur, mon cher Philippe. En Grèce, Tsipras est élu sur un programme de rupture totale, avec le FMI de rupture totale, très à gauche. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait quand il est au pouvoir? Qu'est-ce qu'il fait, Tsipras, quand il est au pouvoir? Il se soumet à la Troïka. Il trahit son peuple et c'est pour ça d'ailleurs. Mais n'est-il pas forcé de le faire? Encore une fois, j'essaie de comprendre. Vous avez raison, il y a une forme de pragmatisme. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas de boule de cristal, je vais pas jouer Madame Irma, mais j'imagine qu'un candidat dont on a beaucoup parlé, qui est devenu président de la République aux États-Unis, Donald Trump, pour ne pas le citer, une fois qu'il aura vraiment ses souliers de président ficelés au pied, il ira sans doute beaucoup moins loin sur beaucoup de points. D'ailleurs, on a vu qu'il a commencé légèrement à amorcer un léger. C'est ce que je pensais, ce que je disais la semaine dernière. Alors, et si on revient en Corse, si vous le voulez bien, est-ce que ce clivage en Corse, il existe toujours?
Bah, il y a des alliances un petit peu. Ah bah oui, mais récentes complètement. encore, ça. Non, mais alors moi, Alors, vous savez, il y a à une cela, image. on ajoute évidemment les nationalistes, les Bien sûr, autonomistes. surtout, bien sûr. C'est les qui ont- nationalistes, les à mon avis, qui quand même indépendantistes, modifient pardon, les beaucoup la donne. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette image que j'avais trouvée assez intéressante? Le soir même du second tour de l'élection territoriale chez nous, régionale en France, on a cette carte de France avec des Exactement. régions bleues pour la droite, comme d'habitude, rose Dans les grands médias nationaux. pour la gauche. Et c'est vrai que cette petite île en bas à droite a une couleur assez exotique. Grisée. On ne sait pas d'ailleurs comment la colorier. Bah oui, c'est évident que les nationalistes ont quand même, avec leur montée en puissance, puis prise des responsabilités à la tête de la collectivité territoriale, amènent quelque chose d'assez différent par rapport à ce dialogue gauche-droite, même s'il existe évidemment aussi en France. Mais regardez un peu aussi à différents niveaux. Regardez ce qui s'est joué au niveau des municipales. On a vu quand même des tickets assez étonnants se mettre en place, aussi bien à Bastia qu'à Ajaccio aussi, à Ajaccio également. Oui, ils ont bousculé le jeu, c'est clair. Le clivage droite-gauche existe-t-il encore aujourd'hui? 40 secondes pour résumer votre pensée et donner vos arguments. C'est avec vous, Sébastien, que je commence. Il existe, ça c'est indéniable. Bon, il suffit de voir, mais vous allez voir que tout de suite je vais amener autre chose. Il suffit de voir, moi je regardais un petit peu les débats télévisés là sur ces primaires de la droite et du centre, ont énormément intéressé vraisemblablement les gens. Là, le dernier, je crois que c'est plus de 5 millions de téléspectateurs. Donc les gens ont l'air quand même de continuer à s'intéresser à la démarche d'un parti qui cherche à faire émerger son futur candidat à la présidence. Mais je pense, parallèlement à ça, qu'il lasse désormais énormément, parce que c'est peut-être un peu malheureux, mais on a la sensation que la gauche fait de la droite fait de la gauche une fois arrivé au pouvoir. Il faut donc peut-être réinventer autre chose, ça c'est indéniable au niveau de l'offre, peut-être s'extraire des partis. Allez, je vais faire plaisir à Philippe, une 6e constitution peut-être, qui envisagerait différemment... Sixième République, avec une nouvelle Oui, constitution. ouais, c'est ça, et vous m'avez compris. Qui réinventerait ce rapport, peut-être qu'on arriverait à quelque chose de différent. C'est à vous, mon cher Philippe, les 40 secondes. Le clivage droite-gauche est-il dépassé? Je devine la réponse de Philippe, comme tous les téléspectateurs, évidemment. Déjà, j'ai dit que clivage, le mot est horrible. Il est très récent. Clivage, clivant, ça veut rien dire. Ça veut dire opposer des gens. Et on a vu qu'en d'autres temps et en d'autres lieux, quand on oppose des gens, on arrive évidemment au contraire de ce qu'on veut. Mais il y a une opposition entre des valeurs et une histoire de la gauche, de la vraie gauche, je vais dire, et les valeurs et une histoire de la droite, de la vraie droite. Mais qu'elles invertissent leur parcours et que la droite soit plus sociale et la gauche plus pragmatique, c'est très bien. On gouvernera comme d'habitude au centre, avec un vrai centre d'opposition. Un vrai centre d'opposition. Voilà la formule de ce soir. Nous en débattrons. Merci beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir suivis. Vous restez sur France 3 Corse via Steel. Et je vous dis à très vite, évidemment.